Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ça y est, nous savons maintenant à peu près à quelle sauce nous serons mangés l'an prochain, tout au moins sur le plan du pétrole. Les pays membres de l'OPEP se sont mis d'accord en début d'après-midi. En 1979, le pétrole augmentera à la production de près de 15%, 14,43% très exactement. Voilà Philippe Sassé qui demande quelques explications. Et la première, c'est bien sûr de savoir comment cette augmentation va se traduire pour la France. Bien sûr, alors bien évidemment, cette hausse du pétrole total est plus forte que ce qui avait été prévu. Elle frôlera en 1979 15%. Parce qu'elle sera progressive et sera étalée sur plusieurs mois, notre facture pétrolière l'an prochain ne sera augmentée en définitive que de 10%, mais à la fin de l'an prochain, nous paierons effectivement 15% plus cher notre pétrole. Monsieur Giraud, vous êtes avec nous ce soir. Merci d'être venu. Quelle va être l'incidence de cette hausse décidée par les pays producteurs de pétrole, les pays membres de l'OPEP, pour les consommateurs d'essence et de fioul que nous sommes tous, vous, moi, Philippe Sassier et tous les Français? D'après ce que nous savons, la hausse formulée au 1er janvier sera seulement de 5%. La répercussion n'intervient, vous le savez, que vers le 15 février. Et pour l'essence, elle signifiera 3 centimes par litre, l'essence et le super, 3 centimes par litre d'augmentation. À la fin de l'année, si le programme annoncé par l'OPEP est effectivement réalisé, cette augmentation aura été triplée, c'est-à-dire frisera les 10 centimes par litre. En ce qui concerne le fioul, l'augmentation sera de 2 centimes par litre, le fioul domestique, et elle sera également triplée d'ici la fin de l'année. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura des répercussions indirectes, par exemple aussi sur le prix de l'électricité. Ces 10 centimes seront à ajouter aux 13 centimes décidés dans le budget 1979. Pas tout à fait. Le mécanisme sera un peu plus compliqué. Nous avons comme chef de hausse la fiscalité qui a été introduite dans le budget, le fait que le dollar s'est raffermi depuis la date où on a fixé les derniers prix et quelques mesures techniques. Nous avons par contre une baisse due à l'arrêt du prélèvement au bénéfice de la fameuse cagnotte qui finance les économies d'énergie. Et le résultat global sera que l'essence et le supercarburant, le gouvernement va en discuter dans les jours prochains, augmentera vraisemblablement au 1er janvier, tout bien pesé, de l'ordre de 10 à 12 centimes par litre. Et la deuxième hausse interviendra 15 février. Au 15 février, elle devra tenir compte là encore du dollar et de l'augmentation des pays producteurs. Elle s'élèvera probablement autour de 3 centimes par litre. Donc la cagnotte va permettre quand même d'atténuer un petit peu les hausses. La cagnotte permet d'atténuer largement les hausses puisqu'elle permet de reprendre 6,85 centimes par litre très exactement. Mais ça va faire une augmentation totale sur l'ensemble de l'année de combien pour le super ? Eh bien, si nous faisons le calcul, de 10 à 12 au 1er janvier, puis une dizaine de centimes d'ici la fin de l'année, ça fera donc, d'ici la fin de l'année 79, un peu plus peut-être de 20 centimes par litre. Mais alors, faut-il prévoir un effort supplémentaire en matière d'économie d'énergie dans l'année 79 ? Supplémentaire, oui, bien sûr. Est-il possible, en tout cas ? Disons que la politique énergétique que mène le gouvernement français depuis 4 ans, reste extrêmement fondée et cette hausse n'était pas imprévisible. Par conséquent, la politique d'économie d'énergie qui a été révisée par le gouvernement très récemment tenait compte de cette éventualité et va donc se dérouler comme prévu. Monsieur le ministre, hausse des prix, hausse des cotisations sociales décidée il y a quelques jours, augmentation du chômage et, dans quelques jours, augmentation du prix de l'essence et du fioul. Alors, en tant que membre du gouvernement, est-ce que vous pouvez vraiment souhaiter bon Noël et bonne année aux Français qui nous écoutent ce soir ? Je crois que personne n'a jamais caché aux Français que nous devions faire des efforts pour faire face à une crise économique mondiale qui se déroule depuis 1974 et qui ne va évidemment pas être atténuée par la mesure qui vient d'être prise. On peut s'attendre à ce que les mesures qui ont été décidées, si elles sont réalisées comme elles ont été annoncées, accroissent l'inflation mondiale, probablement portent atteinte à certaines devises. Je pense qu'il faut que les Français en concluent qu'ils doivent effectivement redoubler d'efforts. La vie moderne est difficile. Monsieur Giraud, je vous remercie.
6 millions de Belges étaient appelés aux urnes aujourd'hui. Des élections générales pour renouveler les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Des élections qui décideront aussi, dans un certain sens, peut-être de l'avenir de la Belgique. Le Parlement qui sortira de ce vote sera constituant. Cela veut dire qu'il pourra modifier la Constitution belge et la Belgique sera bientôt un État fédéral. Le tout est de savoir s'il s'agira d'une fédération à deux, c'est-à-dire Flandre et Wallonie, plus Bruxelles, ou d'un État fédéral à trois, Flandre, Wallonie et Bruxelles. Les premiers résultats doivent maintenant être à peu près connus. De Bruxelles, mon confrère de France Inter, Quentin Dickinson. C'est dans l'ordre, mais sans enthousiasme, que les 6,5 millions d'électeurs belges se sont rendus aux urnes ce matin pour élire un Parlement dont la tâche sera de remanier la Constitution et de doter le pays d'une structure fédérale. La première estimation globale est tombée il y a quelques minutes. Elle porte sur 10% environ des suffrages exprimés. On assiste, semble-t-il, à une stagnation des démocrates chrétiens flamands de M. Tindemans. Ce dernier avait fait une campagne personnelle très importante. Si cette fourchette devait être vérifiée, cela constituerait une forme de désaveu. En Wallonie, les régionalistes du Rassemblement wallon avaient été les grands perdants des dernières élections. Aujourd'hui, ils paraissent remonter le courant, au détriment surtout des libéraux et des socialistes. Seul élément frappant à l'heure qu'il est, jusqu'à 14% de bulletins blancs ou nuls, une forme sans doute de protestation contre le vote obligatoire. Tenez, puisque nous sommes en Belgique, une information que nos confrères de la télévision belge, accaparés probablement par les élections, n'ont pas eu peut-être le temps de vous transmettre les résultats du championnat de Belgique de football. Et c'est Beveren avec 25 points qui reste leader devant Anderlecht et Antwerp, second avec 21 points. La Chine. L'annonce hier de l'établissement de relations diplomatiques entre Washington et Pékin continue de rencontrer un immense écho dans le monde. Mécontentement à Taïwan, que nous connaissons mieux en France sous le nom de Formose, mécontentement à Moscou et dans les pays satellites de l'Union soviétique, à l'exception peut-être de la Roumanie. Satisfaction en revanche dans plusieurs pays de l'Asie du Sud-Est et en Europe occidentale. Satisfaction aussi en Chine, où le quotidien du peuple se félicite ce matin de l'accord réalisé entre Pékin et Washington. C'est le président Hua Guofeng lui-même qui a annoncé la nouvelle à la télévision. Et dans les rues de la capitale, avec des sourires qui n'avaient pas l'air de commande, la population a commenté la bonne nouvelle qui vient s'ajouter à toutes les précédentes depuis que le gouvernement a décidé de sortir le pays de son isolement quasi monacal. En établissant des relations diplomatiques avec les USA, la Chine va enfin devenir une nation tout à fait comme les autres, commentaient ce matin les journaux américains qui insistent sur les conséquences économiques de cet accord, un marché de près de 900 millions de personnes. Le quotidien du peuple insiste, lui, sur l'aspect politique de la décision qui permettra maintenant aux États-Unis et à la Chine de lutter ensemble contre l'impérialisme soviétique. Mise en état d'alerte de toutes les troupes, installation de barbelés autour de l'ambassade américaine dans l'île de Taïwan, les Chinois de l'autre Chine ont accueilli eux la nouvelle avec angoisse. Pour protester, le Premier ministre a immédiatement démissionné et des manifestations ont eu lieu dans la capitale. Les nationalistes ont la certitude qu'ils seront très prochainement et définitivement lâchés par les États-Unis qui les soutenaient depuis 30 années. Cette inquiétude trouve un écho en Amérique où M. Vance vient d'annoncer que l'année prochaine, les USA continueraient leur fourniture d'armes à Taïwan, en quantité limitée toutefois. Il a également souhaité que le problème de la réunification des deux Chines soit résolu pacifiquement. C'est aussi l'avis d'un député chinois qui a déclaré hier que des négociations pourraient commencer très prochainement. Michel Poniatowski vient d'effectuer un voyage en Chine populaire. Il était notamment porteur d'un message personnel de M. Valéry Giscard d'Estaing à M. Hua Guofeng. Georges Bortoli, qui a rencontré l'ancien ministre de l'Intérieur cet après-midi, lui a demandé comment la Chine concevait désormais sa coopération avec le reste du monde. L'ensemble de la technologie et de l'économie chinoise est très en retard. Et ils ont décidé donc de s'adresser au reste du monde pour se moderniser. Le reste du monde, pour l'instant, excusez-moi, c'est surtout le Japon et les États-Unis, donc. Non, ils font trois parts. D'abord le Japon, parce que le Japon est profondément complémentaire de la Chine. Le Japon a la technologie et l'argent, mais n'a aucune matière première et aucune énergie, ce que la Chine a très largement. Donc il est certain que dans l'évolution qui est en cours, le Japon bénéficiera très largement de ces échanges. Il y a ensuite les États-Unis. Les États-Unis qui intéressent la Chine, d'abord sur le plan politique, et nous en parlons tout à l'heure, mais sur le plan de la technologie avancée. Les Chinois sont décidés dans certains secteurs à utiliser la technologie la plus avancée possible.
Et puis il y a la troisième série de clients, et c'est l'Europe. Ce qui intéresse les Chinois dans les clients européens, c'est leur capacité de concurrencer les deux autres secteurs. C'est aussi pour des raisons politiques de soutenir un secteur géographique qui leur paraît important dans l'évolution du monde à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que nous allons vendre, nous aussi, des armes aux Chinois. Et c'est pour cela que la France représente un client assez privilégié politiquement, à cause de sa politique européenne et à cause de sa politique africaine. Donc vous voyez la gamme des clients, le Japon, les États-Unis et l'Europe, avec un client un peu privilégié qui est la France. Et c'est tout à fait normal. Lorsque vous êtes dans une situation de ce genre, vous ne voulez pas dépendre d'un seul client, vous essayez de multiplier les clientèles possibles. Est-ce qu'on peut rester la Chine communiste, enfin la Chine de Mao, quand on s'ouvre comme ça à toutes sortes de pénétrations économiques? Ils auront certainement, et ils en sont conscients, des problèmes psychologiques, des problèmes politiques importants. Je crois que le mouvement qui est en cours, qui est un mouvement de modernisation, qui est un mouvement qui entraînera un progrès économique, qui entraînera un niveau de vie très amélioré en Chine, correspond au désir profond de la population. Et la Russie, elle, enfin l'Union soviétique, reste tout à fait au bord du chemin. Elle ne participe pas du tout à cette mise en valeur du continent asiatique. Non, pas maintenant. Elle considère d'ailleurs que les événements qui sont en cours constituent à terme une menace pour elle, un danger militaire bien sûr, mais économique. Et sur ce plan, elle n'est peut-être pas la seule, parce que pour nous aussi, il y a un problème. Le branchement du Japon sur la Chine signifie que dans 15-20 ans, nous aurons non pas en face de nous un concurrent, le Japon, mais nous aurons ce qui équivaudra à 4 ou 5 ou 6 Japons. Et donc il y a un problème très important, et il y a un problème politique. C'est que le Japon et la Chine vont constituer un centre de cristallisation pour tout le sud-est asiatique, c'est-à-dire un ensemble d'1,5 milliard à 1,6 milliard d'habitants. Et que ceci, nécessairement représentant pas tout à fait le tiers de la population du monde, mais presque, exercera un poids très important et une influence très importante dans le monde. La paix dans le monde passe en tout cas par la paix en Asie, et l'accord sino-américain en est l'un des exemples. Mais il en est d'autres, et demain à 20h30, Antenne 2 vous invite d'ailleurs à suivre une émission spéciale consacrée entièrement à la paix sur la Terre, une émission spéciale que vous présentera Jean-Pierre Elkabbach, l'occasion de parler des grands sujets qui préoccupent l'opinion internationale, et c'est ainsi que M. Moshe Dayan, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, participera à notre émission. La politique, cependant, n'occupera pas seule le devant de notre plateau. Raymond DeVos sera là, comme Georges Brassens, Catherine Ribeiro et l'Orchestre symphonique de la Garde républicaine de Paris. Une liste non exhaustive, bien sûr. Demain, lundi, à 20h30, donc sur Antenne 2, La Paix, une émission spéciale réalisée par la rédaction d'Antenne 2. La politique française, deux centres d'intérêt aujourd'hui, le débat au sein de la minorité du Parti socialiste tout d'abord, et la controverse au sein du RPR ensuite. Le CRS donc, d'abord avec cette information que me communique Daniel Grand-Clément, les militants de l'aile gauche du Parti socialiste sortent divisés de leur colloque qui s'est déroulé hier et aujourd'hui à Épinay, près de Paris. Jean-Pierre Chevènement, Georges Sarr et les autres dirigeants du CRS restent cependant largement majoritaires. Plus de 90% des délégués vont sans doute signer leur texte. Les dissidents, regroupés autour de Christian Pierret, le député des Vosges, feront connaître leurs intentions au début de la semaine prochaine. Certains, dit-on, pourraient se rallier à M. Michel Rocard. Cette rupture, il faut le dire, ne modifie pas fondamentalement les équilibres du Parti socialiste. Le CRS, je vous le rappelle, c'est l'aile gauche marxiste du Parti socialiste. Elle représente environ 25% des militants du parti. Et puis Noël Copin, au sein du RPR, c'est aussi le problème de l'unité du mouvement qui est posé depuis quelques jours maintenant. Oui, évoquons si vous voulez les deux derniers faits. Il y a d'abord l'échange de lettres entre Jacques Chirac et Alain Peyrefitte, et puis les déclarations d'Alexandre Sanguinetti au journal du dimanche. La lettre de Jacques Chirac d'abord, c'était à la suite d'une série de réactions en chaîne, une lettre dans laquelle le président du RPR demande au garde des Sceaux de démissionner du RPR. On dit que le garde des Sceaux n'a pas encore reçu cette lettre, mais ses amis de Seine-et-Marne
ont, eux, déjà répondu pour lui. Ils sont indignés qu'on adresse une telle demande à leur leader. Conclusion donc, il est exclu qu'Alain Peyrefitte démissionne du RPR. Mais ce qui frappe, c'est la convergence, si vous voulez, entre Alain Peyrefitte et Alexandre Sanguinetti. Ce sont tous les deux d'anciens secrétaires généraux. Non. Mais ils sont tous les deux anciens secrétaires généraux de l'UDR. Ils ne sont pas de la même tendance. L'un est au gouvernement, Alain Peyrefitte, et l'autre, Alexandre Sanguinetti, a annoncé il y a quelque temps qu'il était maintenant dans l'opposition. Mais tous les deux adressent les mêmes critiques à Jacques Chirac, qui ne sont pas seulement des critiques sur la direction politique qu'il suit, mais sur la façon dont il conduit le RPR. Et il y a des expressions piquantes, celle d'Alain Peyrefitte parlant des personnages occultes qui sont autour de Jacques Chirac, et celle d'Alexandre Sanguinetti qui, lui, parle de la bande des quatre. Alors on peut se demander s'il ne va pas y avoir une action politique au sein du mouvement RPR, comme on dit ces temps-ci qu'il pourrait y avoir également une action politique au sein du groupe parlementaire RPR. Mais au-delà de ces événements, je crois que d'une façon plus générale, on peut faire ces quelques remarques sur les points sur lesquels Jacques Chirac, dans sa politique européenne actuelle, paraît le plus vulnérable. Il y a d'abord, je crois, la coupure qu'il établit entre ce qui se passe au Parlement et ce qui se passe dans le pays. Au Parlement, soutien au gouvernement, et dans le pays, lancement d'une grande offensive contre la politique européenne du gouvernement. Le deuxième point, c'est le risque d'être accusé de collusion avec le Parti communiste. Et le troisième point, c'est le risque d'être accusé, comme l'a fait Alain Peyrefitte, de mettre en cause le fonctionnement des institutions, ou comme l'ont fait d'autres membres de la majorité, de mettre en cause le président de la République. Or là, nous sommes ramenés un peu en arrière, de 2 ans environ, lorsqu'à l'occasion de la campagne des municipales, M. Chirac avait été accusé de lancer un défi au président de la République. Il s'en était défendu, mais c'est bien là que se situe le seuil. Comme on disait autrefois, c'est bien là que se situe la rive du Rubicon. Et nous verrons cela cette semaine. 2 jours après l'annonce par un journal égyptien de la mort du président Houari Boumedienne, un communiqué médical a été publié cet après-midi à Alger. Selon ce communiqué, l'état de santé du président algérien s'est brusquement aggravé hier soir. En Espagne, un officier supérieur en retraite a été assassiné ce matin à San Sébastien. Cet attentat n'a pas encore été revendiqué, mais la police espagnole pense qu'il a été réalisé par un commando de l'ETA. Un certain nombre de Bretons ne sont pas contents de la SNCF et ils le font savoir depuis plusieurs semaines. Plusieurs trains ont été arrêtés, encore aujourd'hui par des manifestants. Ces derniers protestent contre la suppression de certains arrêts et surtout contre la modification d'horaire intervenue depuis le 1er octobre. Le malade qui a subi une greffe cardiaque à l'hôpital cardiovasculaire de Lyon, je vous l'annonçais hier soir, ce malade est mort ce matin. Depuis son opération, M. Dufour, il était âgé de 57 ans, était resté plongé dans un coma profond. Je ne reviendrai pas sur l'essentiel des résultats sportifs de ce week-end. Robert Chapat et mes amis du service des sports vous ont pratiquement tout dit en 1 heure à partir de 19 h. Le critérium de la première neige, première grande compétition de ski de la saison, se déroulait cependant à Val d'Isère ce week-end. Pas de victoire pour les Français, on n'en attendait pas d'ailleurs dans une descente féminine où Anne-Marie Preul-Moser continue de dominer l'élite mondiale. Il a fallu courir 2 fois la descente de Val Gardena ce matin et à cause d'une panne de chronométrage, l'épreuve a été annulée après le passage du numéro 22. Mais déjà ce matin, c'est le Norvégien Erik Aker qui avait réalisé le meilleur temps. Cet après-midi, second départ et nouveau succès pour le Norvégien. Il avait neigé, le soleil était revenu et c'est sans problème que Aker, déchaîné, est parvenu à s'imposer. Jusqu'à maintenant, spécialiste du géant, le Norvégien a depuis pris goût à la descente. L'année dernière, il avait déjà terminé 3e et 2e dans les 2 descentes de l'axe. Les Suisses comptaient aujourd'hui sur une victoire de Peter Müller, 2e hier, ou encore de Walter Vesti, 3e hier encore. Vesti n'a pas terminé et Peter Müller a dû se contenter aujourd'hui de la 2e place. Quant à Franz Klammer, il a dû, lui, se contenter de la 5e place. Après la victoire de Ried en Autriche, puis de Walcher hier à Val Gardena, la situation en descente apparaît toujours plus incertaine. Klammer ne domine plus la spécialité comme par le passé. Et la Coupe du Monde de descente possède pour l'instant 2 leaders inattendus, Ken Ried et Peter Müller, ex-aequo avec 40 points. Et puis il y avait un tiercé cet après-midi, tiercé qui se courait à Vincennes dans le prix de Blois, 2250 mètres en trot attelé. Finalement, c'est Farandole unique qui l'a emporté devant Falampin et Fétiche du Logis. Mais pour Fétiche du Logis, il a fallu avoir recours à la photographie. Les rapports pour une combinaison 11, 6, 17 pour 5 francs, 11 257 francs 50 dans l'ordre pour 5 francs. Dans un ordre différent, 2251 francs 50.
À une semaine de Noël, beaucoup de Français pensent au départ vers le ski, nous l'avons vu sur les pentes tout à l'heure, ils seront très nombreux, départ aussi vers les pays chauds, mais cela est encore réservé à une minorité de touristes qui, bardés d'appareils photo, vont pouvoir fixer pour la postérité des animaux en liberté. Alors, pour tous ceux qui ne pourraient pas aller voir ces animaux en chair et en os en Afrique, Philippe Gassot s'est rendu dans la réserve de Bouna, en Côte d'Ivoire. Et il s'est d'ailleurs rendu compte que protéger la faune dans son milieu naturel n'allait pas sans beaucoup de difficultés. Finalement, être garde forestier en Afrique, c'est encore, dans une certaine mesure, une grande aventure. La réserve de Bouna a été créée par les Français il y a plus de 40 ans, à l'époque où l'on ne parlait pas d'écologie ni de protection de la faune. C'était une réserve de chasse qui ouvrait 6 mois par an. Depuis 1974, elle est devenue parc national par un besoin impératif sous peine de voir des espèces disparaître totalement. Le carnage a été stoppé. Chaque année, ceux qui ont troqué le fusil pour l'appareil photo, les touristes amateurs d'animaux, viennent de plus en plus nombreux, environ 15 000 l'an dernier. Pour garantir la fête sauvage, dans cette réserve d'1 150 000 hectares, 150 gardes forestiers sont répartis autour du périmètre, comme ici, au poste de Cacpin. Tous les jours, des patrouilles sillonnent les pistes. Il convient de savoir où se trouvent les animaux pour assurer leur protection et pouvoir aussi informer les visiteurs. La vitesse en voiture est réglementée et il est interdit de sortir des pistes, cela pour ne pas déranger les espèces. C'est à ce prix qu'on saura encore dans une génération ce qu'est un buffle. Mais le rôle du garde-chasse ne s'arrête pas là. Le garde est chargé surtout de la surveillance. Vous savez, la surveillance, ça veut dire que surveiller le parc, occuper du braconnage, puisqu'il y a trop de braconnage, surtout en Congo ici. Est-ce que c'est dangereux de courir derrière les braconniers? C'est très dangereux en tout cas. Alors, vous savez, le braconnier, il se protège lui aussi. Il se défend. Ce qui demandera le plus de temps et le plus d'efforts, c'est de parvenir à faire comprendre aux tribus qui de tout temps se sont consacrées à la chasse qu'il faut s'orienter vers une autre activité. Depuis plusieurs années, le cas des tribus de chasseurs a été pris en considération. On a installé dans des villages des moyens permettant des travaux agricoles ou d'élevage, mais il est bien difficile de faire oublier les traditions quand la majeure partie de la nourriture provenait des battues en brousse. La disparition du goût même pour la viande sauvage demandera du temps. Cette situation est de plus aggravée par une véritable organisation qui se charge de fournir de la viande de brousse à certains restaurants africains. Cette réserve offre un aspect assez inattendu pour les gens qui connaissent justement les réserves. Dans 1 mois et demi, toute cette herbe à éléphant sera coupée afin de permettre aux touristes de voir évoluer les animaux. Nous parlions du braconnage. Le braconnage est protégé par cette herbe. Hein, c'est bien cela. Les lobbies, la tribu du Nord qui chasse, est protégée sous les herbes, derrière les herbes, et vous avez beaucoup de mal à les trouver. Il faut préciser que les lobbies sont armés. L'époque des saguets et des flèches est entièrement terminée. Et j'ai dans les mains un fusil de traite, hein, comme on l'appelle ici. Et ce fusil est entièrement fait à la main. Le bois est taillé à la main, même s'il ressemble à un fusil de la Grande Armée. C'est un fusil qui est entièrement fabriqué ici. Le canon est souvent fait avec des matériaux de récupération. Et je crois que ce qui est le plus prisé en ce moment, ce sont les tubes de direction pour 2 chevaux. Inutile de préciser qu'il y a énormément d'accidents. On ne compte plus les mains arrachées et les visages emportés. Il faut veiller à éduquer les populations si l'on veut continuer à voir les troupeaux. Les braconniers tuent pour se nourrir, et à ce stade ce serait presque moral. Seulement maintenant beaucoup le font pour de l'argent, et c'est beaucoup plus grave, d'autant que les peines pénales ne sont pratiquement pas applicables aussi loin des villes. Alors le garde est plutôt là pour dissuader, pour faire fuir. L'hippopotame est très recherché par les chasseurs, sa chair est appréciée, et c'est un animal qui, quand il est repéré, est facile à tirer. Donc, à protéger avec soin. Ça, c'est la trace des hippos, qui est peut-être de 2 jours. Là, on peut trouver tout de suite des hippos par ici.
Côte d'Ivoire, on est bien décidé à présenter les animaux autre part que sur des cartes postales. L'éléphant qui orne le drapeau ivoirien ne sera pas le dernier. Belle bête. De Quimper à Perpignan, de Nîmes à Maubeuge et de Brest à Strasbourg, chaque fin de semaine, plus de 10 000 accordéons sortent de leurs étuis pour faire danser les amateurs de valse-musette. Alors, parmi les grands maîtres du piano à bretelles, Aimable est certainement l'un des plus populaires. Il vient d'ailleurs d'écrire un livre de souvenirs, La boîte à punaises, qu'il feuillette avec Alain Gillot-Pétré. Aimable, ce piano à bretelles, cette boîte à punaises, ce deuxième poumon, c'est votre accordéon, autant dire que c'est tout pour vous. Et ça a d'abord été l'outil de votre ascension sociale. Oui, c'est mon deuxième ventre. Sans lui, qu'est-ce que vous seriez? Oh, je serais resté certainement dans le Nord, à travailler en usine. Pour tous les amis hongrois. Et grâce à l'accordéon, je suis sorti un peu dans tous les milieux. Mon père était mineur, il voulait que j'apprenne un instrument de musique. Et j'avais appris le saxo et la trompette, mais je joue au football, j'ai eu un coup de pied dans les dents. Et après, j'ai continué à jouer de l'accordéon. Alors Aimable, pourquoi ceux que vous appelez la haute n'aiment-ils pas l'accordéon, les intellectuels? Non, ils n'aiment pas l'accordéon, c'est à cause de cette sonorité. Par exemple, vous prenez Samson et Dalila, vous le jouez avec cette sonorité-là, ça leur plaira pas. Le bal populaire, avant, c'était toujours jouer des marches ou des trucs comme ça. Mais maintenant, dans les balles populaires, on fait du disco, on fait de la pop, on fait du jerk, on fait n'importe quoi. Vous croyez que dans les balles du samedi soir, les gens viennent faire la fête comme dans le temps passé? Jusqu'à 1h du matin, il faut mettre de l'ambiance. Et vers 1h30, 2h du matin, il faut jouer beaucoup de slow, des tangos. Parce que vous savez que les jeunes gens, si vous ne jouez pas des slow et des tangos, comment voulez-vous que... Aimable, tout passe, tout lasse, est-ce que l'accordéon durera? Toujours. C'est un instrument folklorique qui ne pourra jamais partir. Et oui, sinon, comment voulez-vous que les jeunes gens... Enfin... La météo pour demain, il fera froid sur la majeure partie du pays. Les gelées qui atteindront moins 5 degrés n'épargneront guère que le littoral méditerranéen. Des chutes de neige se produiront sur les Alpes et les Pyrénées. Sur le reste du pays, passages nuageux et éclaircies se produiront. Voilà cette édition dominicale de 20h qui a été préparée et organisée par Betty Duro et que j'ai eu le plaisir de vous présenter en compagnie de tous les journalistes d'Antenne 2 et maintenant terminée. Ce journal marque aussi la fin de ma présence chez vous chaque week-end. J'espère maintenant vous retrouver chaque jour à partir du lundi 8 janvier, mais à midi sur Antenne 2. Bonne soirée, bonne fête à tous et au 8 janvier.